ici c'est Dior, consultante en gestion de temps et fondatrice de Girlfriend Level Up. Hey Mars, ici Nina, CEO de Beach Beauty Cosmetics et fondatrice de Mars. Salut tout le monde, ici Véronica, CEO de GotTheJob.ca, aussi chef de marque pour plusieurs entreprises. Bienvenue dans le deuxième épisode du Melanin Mom of Montreal Toolkit Podcast. Aujourd'hui, on est avec vous pour vous présenter des outils qui vont vous permettre de sauver du temps pour tout ce qui est le droit. Donc, on a un invité spécial à vous présenter qui est Maître Giordani. Donc, Maître Giordani, est-ce que tu peux nous parler un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es, ton parcours, avant qu'on débute avec nos multiples questions? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je suis criminaliste. Je travaille à Riendo Avocat, qui est une firme d'avocats criminalistes. On est 12-13 avocats. Vous avez sûrement entendu parler de nous cette semaine pour un dossier très médiatisé, le dossier de Camara. Ah oui. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais sinon, mon parcours vite fait, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa. J'ai étudié au cégep, que je n'ai jamais terminé, by the way. Quel cégep? Je pense que j'ai fait le tour de la ville, honnêtement. Moi, j'étais à Annecy, Maisonneuve, bref. Oh, ouais? Exact. Mais c'est ça. Donc là, j'ai passé le barreau, je suis assermenté comme avocat et voilà, vite fait un peu mon parcours. Là. Nice, right, guys. So, moi, ce que je retiens, c'est pas parce que tu n'as pas fait ton cégep que tu peux pas être avocat, oui, guys. Exactement. Tous les chemins mènent à Rome. Ben oui, exactement. Tous les chemins. Puis dès que tu es motivé, tu sais ce que tu veux. Tu gardes ton focus. Tu es toujours resté concentré sur ton objectif. Exactement. Très bon. Puis, tu sais, c'est sûr que là, tu as parlé d'un dossier qui est chaud actuellement, le dossier de Camara, que le but du podcast, c'est pas d'entrer dans les détails parce qu'on sait qu'il y a le secret professionnel, donc on n'entrera pas dans les détails de ça, mais on avait des questions parce que dans le groupe, on a plusieurs mères qui, suite à ce qui s'est passé cette semaine, se posaient des questions. Si c'est mon garçon qui subit ça, qu'est-ce que je fais? Si c'est mon mari qui subit ça, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes droits? Il y a plein de choses que, justement, on ignore. Donc, on avait plusieurs questions pour toi en ce sens. La première question que j'aurais à te poser, en fait, c'est si je suis dans la rue, je me fais arrêter, je ne suis pas en auto, je marche, je me fais arrêter, est-ce que je suis dans l'obligation pour contrôle, là? On s'entend, quand tu t'es arrêté, bonjour, tu t'es arrêté pour contrôle, vérification, on l'entend souvent. Est-ce que je suis dans l'obligation de montrer mes papiers? C'est quoi mes droits dans ce sens? C'est une très bonne question. En fait, pour répondre à ta question, ce qui est important de savoir, c'est que les policiers ont le droit de poser des questions dans la rue. Il n'y a rien qui les empêche de poser des questions. Okay. Mais en contrepartie de cela, vous n'êtes pas obligé de répondre à leurs questions, en fait. Est-ce qu'on peut dire « j'ai rien à répondre, j'ai rien à dire » ? En fait, moi, ce que je vous dirais, la première chose à dire, c'est de leur demander pourquoi ils vous questionnent. Peu importe la question qu'ils vous demandent, il n'y a aucune obligation qui vous oblige à répondre à leurs questions. Donc, la première chose à faire, c'est de leur demander pourquoi vous me posez des questions. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que le principe en droit, c'est que vous êtes libre de votre identité. Il n'y a rien qui vous oblige à vous identifier. Pour qu'un policier vous oblige à vous identifier, c'est vraiment des cas précis. Tu as bien répondu, je pense. Je pense que ça, c'est une des préoccupations parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin même d'entrer en conversation avec les policiers. Encore une fois, notre temps est précieux, hein? Fait que, non. Moi, je ne vais pas répondre à des questions. Je ne vais même pas te demander pourquoi. Je ne vais même pas commencer cette conversation parce que je n'ai pas de temps, là. Je m'en vais travailler, je m'en vais faire de l'argent. Fait que non. Je n'ai pas le temps de répondre. Est-ce que je peux dire ça? Je peux juste dire non, bye. Oui, c'est sûr que vous pouvez, parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à répondre à leurs questions. C'est parfait. C'est bien. Dans le fond, ce qui est important de savoir aussi, c'est que si les policiers ont certains motifs, ils peuvent vous forcer à répondre à leurs questions. Mais comment ils peuvent le faire? Oui, mais dans le fond, s'ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une infraction, ils sont obligés de vous dire pour quelle infraction qu'ils vous soupçonnent d'avoir commis. OK. Oui. Mais est-ce que je devrais te demander la question, est-ce que j'ai commis une infraction pour whatever it is? Exact. Comment on devrait formuler la question? C'est exactement ce que tu devrais faire. Demander, est-ce que j'ai commis une infraction? Dès que le policier ne te répond pas oui,
il ne te précise pas qu'il y a Super. l'infraction, tu continues ta Bye. route. OK. T'occupes-le Est-ce pas. que j'ai commis l'infraction? Bye. That's it. Exact, Là, exact. là, je viens de sauver un 20 minutes de comme back and forth avec un policier. Merci beaucoup. That's it. Voilà les moms. Ben, c'est ça. Un Puis, premier tip. l'autre question qu'on avait aussi, c'est si un policier arrête ton enfant puis ton enfant, c'est un mineur, Ouais. est-ce que le policier, dans le fond, il peut commencer à l'interroger ou il doit attendre que les parents soient présents, un avocat? Parce qu'on sait qu'il y a des jeunes de 15, 16, 17 ans qui sont arrêtés. Puis, il y a des situations où est-ce que, ben, ils avisent même pas les parents. C'est comme 1 heure, 2 heures plus tard que tu apprends que ton enfant s'est fait arrêter. Puis là, tu te diriges au poste de police. Fait que c'est quoi les droits de parents puis des enfants qu'on devrait dire aux enfants à ce moment-là si ça arrive? En fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'au Canada, l'âge minimum pour être responsable criminellement, c'est 12 ans. Fait que juste pour préciser, dès que vous avez un enfant qui a moins de 12 ans, peu importe ce qu'il a fait, sauf quelques exceptions très graves, en fait, il ne pourra pas être arrêté au criminel ou quoi que ce soit. Les policiers ne pourront pas le détenir ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour les enfants de 12 ans à 17 ans. Lorsqu'ils sont en état d'arrestation, les policiers ont l'obligation d'aviser un des parents, en fait. Puis ce qui est important de savoir, je ne sais pas si tous les membres de votre groupe sont toujours avec leur mari ou copain ou quoi que ce soit, mais les policiers ont l'obligation d'aviser le parent chez lequel l'enfant habite, en fait, et non les deux parents. Donc, admettons que l'enfant habiterait avec le père, l'obligation d'aviser serait avec le père. C'est vraiment par rapport à la résidence de l'enfant, en fait. Fait que ça, je pense, c'est un point important à savoir. Ouais. Puis, ça répond un peu à ta question. Puis, dans le fond, quand ils avisent de l'arrestation, ils doivent mentionner la raison de l'arrestation, le nom de l'enfant, pour pouvoir identifier que c'est bien votre enfant. Et aussi, il faut aviser le parent si l'enfant a eu le droit d'avoir recours à un avocat ou pas, en fait. C'est vraiment les 3 points que les policiers ont l'obligation d'informer les parents. Oh, OK. OK. J'ai une question. Mais dans le fond, pour rephraser, c'est il doit aviser le parent chez qui l'enfant réside. Donc, exactement. Si c'est la mère qui a la garde, c'est la mère qui doit être avisée. Si c'est le père qui a la garde principale, c'est le père qui doit être avisé. Exact. Okay. Par contre, ce qui est important de savoir, même si l'avis est envoyé qu'à un seul, les parents, ça n'empêche pas l'autre de s'impliquer dans le processus, par contre, bien sûr. OK. Je me demande, est-ce que les gens le font, ça, de poursuivre le corps policier en général? C'est-tu des choses que tu as vues ou est-ce que les gens ont gain de cause même quand ils le font? Ça vaut-tu la peine de le faire? C'est ça ma question. Si ça vaut la peine de le faire, directement, ma réponse, c'est oui. En fait, si on n'essaye pas de les poursuivre ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui les rend imputables de leurs actions? Absolument rien. On l'a vu, comme par année, il y a peut-être des milliers de cas de profilage racial ou d'abus policiers pour X raisons. Mais si chaque citoyen se tait, ça ne changera absolument jamais. Moi, j'encourage toujours nos clients, si nos clients pensent qu'ils ont été victimes d'abus policiers pour X raisons, on les encourage à aller en déontologie policière. Là, maintenant, pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce qu'ils ont beaucoup de succès à ce niveau-là? Ce qui est important de savoir, c'est qu'en déontologie policière, tu es jugé par, grosso modo, d'autres policiers. Oh. Donc, est-ce que tu as réellement beaucoup de succès? Je ne me prononcerai pas plus là-dedans, mais tu vois qu'est-ce que je veux dire par là. Disons que c'est vraiment les cas flagrants où ce que tu peux avoir gain de cause. Mais ce n'est pas nécessairement facile d'avoir gain de cause en déontologie policière. Là, par la suite, c'est toujours possible de tenter des poursuites civiles par soi-même. Je te dirais que dépendamment de la cause, oui, c'est possible d'avoir gain par rapport à ça, définitivement. Oui. Puis, moi, ma question, c'était si, admettons, je suis chez moi, puis les policiers viennent cogner. Admettons, je conduisais, puis là, je suis chez moi, puis ça fait 1 heure depuis que je suis arrivée à la maison. Puis ils viennent cogner pour me questionner. Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Mais tu dis que tu conduisais. Est-ce qu'ils t'ont vu commettre l'infraction ou pas? Non, admettons, je n'ai pas commis nécessairement d'infraction. Je conduisais d'une place, puis j'ai pris l'autoroute, puis je suis venue à la maison. OK, je comprends. En fait, une fois que vous êtes dans votre domicile, en fait, vous êtes un peu les rois de votre domicile. Il n'y a personne qui peut se permettre de rentrer dans votre domicile sans votre permission. Ça, c'est le principe de base. Si un policier vient cogner à votre porte pour sauver du temps, cassez-vous pas la tête, demandez-leur est-ce qu'ils ont un mandat de perquisition. Si la réponse est non, demandez-leur est-ce que vous avez commis une infraction quelconque.
auxquels ils vous ont vu commettre. C'est très important la dernière partie. Que eux, ils l'ont vu commettre. Admettons, juste pour pas être trop, rentrer trop dans les détails. Ouais. La situation spécifique, c'était qu'ils avaient soi-disant reçu un appel de quelqu'un qui se plaignait que la personne qu'on disait de façon en zigzag, admettons, là, qu'on disait pas comme straight. Puis eux, ils faisaient un suivi d'appel par rapport à ça. Mais ils sont venus 1 heure plus tard chez nous. Fait que de un, c'est comment as-tu même... En tout cas, c'est bizarre. Non, mais je comprends totalement le cas. Puis on avait un dossier comme ça quand même récemment. Là. Mais en fait, si quelqu'un vous a vu conduire bizarrement, croche ou quoi que ce soit, ils ont le droit de porter plainte. C'est ça, ouais. Ça, c'est correct jusque-là. Par contre, si le policier vous intercepte alors que vous conduisiez, OK. Mais une fois que vous êtes rendu à votre domicile, les policiers n'ont plus le droit de rentrer sans mandat ou quoi que ce soit. OK. La seule raison qu'ils pourraient, c'est si quelqu'un aurait porté plainte et qu'il y aurait un danger imminent à votre domicile, que ce soit pour vous ou quelqu'un qui a été à votre domicile, là, il pourrait, considérant le danger imminent, mais sinon, absolument pas. Puis dans ce dossier-là, nous, on a fait ce qu'on appelle une requête charte. Okay. On a justement contesté que les policiers ont abusé de leur pouvoir de perquisition. Okay. Puis toute la preuve, par la suite, a été retirée, en fait. Puis oui, en passant, le gars avait commis une infraction et tout, mais à cause que les policiers ont commis un abus de pouvoir, toute la preuve a été retirée et puis le dossier a été gagné. Mais au fait, moi, qu'est-ce que je veux juste confirmer, c'est ouvrir la porte ou non. Parce que moi, j'étais dans la vie de comme non, pas besoin d'ouvrir la porte. Non, ouvre pas la porte. Mais là, c'est difficile ça, on voit que mon conjoint, moi, je suis beaucoup plus, je mets mon pied à terre, surtout en ces situations-là. Puis mon conjoint est beaucoup plus, il est beaucoup plus approchable que moi dans ce genre de situation. Fait que lui, il a juste voulu voir, OK, ben, c'est quoi la question. Il a ouvert la porte, il y a eu une discussion, puis là, c'est une discussion qui a duré 1 heure, mais qui a mené à rien, en fait, parce que les policiers, justement, comme tu disais, c'était pas soutenu nécessairement, leur approche. Fait qu'on aurait pu juste pas ouvrir la porte, même pas répondre. Ben, en fait, même pas répondre. Juste leur demander comme pourquoi ils sont là, comme vraiment une conversation de 2 minutes. Casse-toi même pas la tête. Est-ce que j'ai commis une infraction, vous m'avez vu? Est-ce qu'il y a un danger imminent? Est-ce que vous avez un mandat? Si c'est non à les 3 réponses, ben, et puis tu fermes la porte. Okay, parfait. Fait est-ce que j'ai commis une infraction? Est-ce qu'il y a un danger imminent? Est-ce que vous avez un mandat? Non. Exact. Parfait. Pour résumer vite fait, oui. Bon. Avoir su ça cet été, je m'aurais sauvé 1 heure de back and forth. Time back. Getting our time back. C'est bon. OK. J'ai une autre question pour toi. Là, tu vois, il y a plein de choses qui se passent et tout ça. Puis, exemple, moi, mon conjoint, il m'a dit, Dior, on s'installe des caméras dans nos autos. Oui. Là, je suis comme, OK, on a déjà des caméras à la maison, dans l'entrée, qui couvrent justement le terrain, tout ça. Mais là, on se dit, est-ce qu'on devrait en installer dans nos autos? Ça vaut-tu la peine? Est-ce que, tu sais, on a le droit. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi, on a définitivement le droit de le faire. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça peut vous nuire? La réponse est non. Tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut être bénéfique pour vous. Donc, si vous avez le budget et tout, je n'ai aucune raison de ne pas le faire réellement. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Ça se peut qu'un jour, vous tombez sur un policier qui est vraiment zélé, qui a des folies, qui a passé une mauvaise journée. Donc, là, il décide de vous arrêter pour X raisons. Ça va de sa parole contre la vôtre. Si vous avez une caméra, preuve à l'appui, vous allez pouvoir prouver votre point, en fait. Donc, c'est sûr, ça ne peut pas vous nuire. Donc, si vous voulez, allez-y. Définitivement, oui. Mais est-ce qu'il faut mettre une note comme quoi dire il y a des caméras dans cette voiture, vous êtes filmé, vous pouvez être filmé à tout moment. Est-ce qu'il faut prévenir les gens, mettons, à cet effet-là? Dans ton véhicule? Oui, quand c'est dans mon véhicule, oui. En fait, c'est ton véhicule à toi. Ce que je veux dire, c'est une bonne question là-dessus. Je ne suis pas nécessairement certain par rapport aux personnes qui rentreraient dans ton véhicule, mais par rapport aux interactions avec les policiers. Tu n'as absolument aucun besoin de leur préciser qu'ils sont filmés. Qu'il y a une caméra, ils sont filmés. OK, non. C'est bon. Ça, c'est pas un problème. Là. Comme il n'y a rien qui t'oblige à faire ça. C'est bon, parfait. Puis, j'ai une petite question. Puis ça, c'est peut-être des technicalités. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais parce qu'on n'a pas le droit d'avoir notre cellulaire au volant. Maintenant, j'ai pas de budget, mais je me dis qu'à chaque fois que la police va m'arrêter, ben moi, je vais partir ma caméra pour enregistrer l'interaction, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est à quel moment que je serais en droit de partir ma caméra sans que le policier dise, ben, je t'ai vu, tu avais ton cellulaire au volant, par exemple? Dès que tu es sur stationnement. Puis il y a des jugements qui confirment ça, qui sont très récents.
tu n'as pas le droit de toucher ton véhicule lorsque tu conduis. Ou, Ton mais en fait, T'as pas le droit dès de que toucher ton téléphone. en fait, pour être précis, c'est dès que ton véhicule est en état de marche ou ce que tu peux avancer. Mais si tu es sur la fonction parking de ton véhicule, tu as le droit de toucher ton téléphone, en fait. Ah, OK. Mais il Good. faut vraiment que ça soit au parking, là, pas que tu freines ou quoi que ce Oui, soit. oui. Pas sur parking. Okay? Oui, mais ça, c'est Yes. difficile à confirmer aussi. Là. Ouais. Comment ils peuvent prouver, ben moi, tu sais, comment je peux prouver que j'étais sur le que j'étais en parking? Là, Après, c'est juste moi qui le vois, là, d'où que je suis. Mais si j'ai des caméras, avec les caméras, là, c'est visible. C'est facile d'amener ses preuves. Exact. OK. Mais c'est surtout une question de crédibilité par la suite. Tu sais, si jamais le policier dit l'inverse, toi, tu dis ta version, puis une fois devant le juge, si le juge te croit, en fait, il va y aller avec ta version à toi. OK. Y a-t-il des trucs, justement, ou astuces qu'on peut garder en tête? Admettons qu'on se rend malheureusement à ce scénario-là, ou n'importe quoi le scénario, mais qu'on se rend devant un juge. Y a-t-il des trucs ou astuces qu'on pourrait être mis au courant, comme quoi pour être plus convaincant, en général, tu sais, dans la posture, comment on se tient, comment on parle? Y a-t-il 3 tips que tu nous dirais? Oui, mais avant de répondre à ça, le plus gros défaut que je remarque dans la majorité des dossiers sur lesquels j'ai travaillé, c'est que le monde parle trop. Donc, la première astuce que vous faites, vous êtes en état de détention, vous êtes arrêté ou quoi que ce soit, ne parlez pas avec les policiers, ne commencez pas à leur raconter votre vie ou quoi que ce soit. S'ils veulent vous identifier, vous donnez vos pièces, vous ne parlez pas avec eux. Parfait. En fait, la Charte canadienne garantit que vous avez le droit au silence. Donc, tout ce que vous dites peut être retenu contre vous, donc ne parlez pas. Le nombre de fois que les personnes qui parlent, ça se retourne contre eux par la suite dans les rapports de police et tout. Donc, première astuce, ne parlez pas. Aussi simple que ça. Ensuite, une fois en cours, tu sais, je vous dirais, c'est vraiment juste d'être vous-même. Essayez pas d'apprendre un texte préétabli ou quoi que ce soit, parce que les juges, c'est des personnes très smart, honnêtement. Comme ils vont le remarquer, vous avez appris un speech ou quoi que ce soit. Puis ils peuvent déduire ça que peut-être vous avez préparé quelque chose, c'est pas la vérité ou quoi que ce soit. Donc, ça peut nuire à votre crédibilité. Donc, juste soyez vous-même. Puis c'est correct d'avoir des trous de mémoire. Il faut juste que ce soit crédible. Donc, juste soyez vous-même. C'est le meilleur conseil que je peux donner, en fait. Puis laissez l'avocat faire sa job. Laissez les professionnels faire le job. Puis juste un autre point à rajouter par rapport à ça, que tu as raison. J'étais en train de vendre ma propriété avec ma mère il y a quelques semaines. Puis l'agent immobilier a clairement dit « Parlez pas. Parlez pas aux acheteurs. Parlez pas aux gens. Ce sont des questions, no matter what. Est-ce que c'est une belle place à vivre? C'est un bon quartier? Parlez à mon agent. » Puis ça, c'est le cas vraiment dans beaucoup de choses dans la vie. S'il y a des professionnels qui sont attitrés pour donner quels que soient les services, laissez le professionnel intervenir et agir. Ça, c'est juste une parenthèse que je faisais parce que de la situation. Mais il y a eu des échanges qui avaient des bonnes volontés, mais malheureusement, l'acheteur a perçu les choses d'une différente façon. Puis c'est là où l'agent immobilier a dit, bon, ben, si tu m'aurais laissé intervenir puis parler, ben, j'aurais pu m'assurer de bien diriger la conversation parce que lui, il sait que lui, il a un mandat spécifique. Puis comme l'avocat, lui aussi, il intervient avec des mandats spécifiques et lui, il se prépare pour le faire. Donc c'est une parenthèse externe, mais en général, dans la vie, pour d'autres choses, il y a des professionnels qui sont attitrés puis de les laisser agir. Totalement, tu as raison là-dessus. OK. Est-ce qu'on t'a bombardé de questions, monsieur Maître Giordani? Quand même, mais allez-y si vous en avez d'autres. Moi, j'en ai peut-être une autre. Tantôt, on a parlé justement de si tu te fais arrêter dans la rue, si tu es dans l'obligation de donner tes papiers. Mais maintenant, si tu es en auto, est-ce que là, tu es dans l'obligation de donner tes papiers? Oui, ça, c'est un peu différent en auto. C'est une des exceptions, en fait. Il y a l'article 636 du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers de vous intercepter pour certaines raisons, que ce soit pour vérifier vos papiers, immatriculation, votre état de sobriété aussi. Donc, les policiers peuvent intercepter le conducteur s'ils ont certains soupçons par rapport à ces informations-là. Mais vraiment, ne parlez pas plus que ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous demander de vous identifier. Donc, vous donnez votre permis, immatriculation, assurance. Et s'il vous plaît, ne parlez pas. Le nombre de fois que j'ai vu des personnes parler. Mais c'est quand même important de se rappeler de ça, parce qu'imaginez que vous sortez avec vos amis, vous allez prendre un verre, quoi que ce soit. Vous n'êtes pas nécessairement sous, right? Vous allez prendre un verre. Mais après ça, ce verre se transforme en 2 verres. Alors ça, un petit 2 verres et demi. Mais la majorité du temps, les policiers commencent à avoir des soupçons sur l'alcool parce qu'ils vous parlent puis ils prennent l'odeur, en fait. Et la majorité du temps, ces personnes-là n'avaient juste pas parlé. Les policiers n'auraient jamais eu de soupçons puis ces personnes auraient continué leur route bien relax. Donc,
Donc, parlez pas, donnez vos immatriculations. Puis, cette obligation-là, ça s'applique juste aux conducteurs, by the way. Fait que tous les autres passagers ne sont pas obligés de répondre aux policiers. Comme il y a des fois, les policiers vont passer sur le côté et vouloir parler avec le passager ou quoi que ce soit. Le passager a juste à monter sa vie quelque part. Puis les questions à poser, est-ce que j'ai commis une infraction? Non, même pas. Parce que, un mandat, ou même pas nécessaire? Ben, non, parce qu'en fait, le conducteur est obligé de donner ses identifications, en fait. Là, tu n'as pas besoin de poser des questions, tu donnes tes identifications, mais ils sont obligés de te laisser aller par la suite si tu n'as commis aucune infraction. Fait que casse-toi pas la tête, papier, vérifie si tu n'as rien à mais si tu es passager, tu ne veux pas donner, tu ne veux pas interagir, tu n'as pas même nécessairement besoin de confirmer whatever, mais ça serait comme si tu marcherais dans la rue, au fait, la même chose. Ben, en fait, si tu es passager, même pas obligé de parler avec eux, en fait. Casse-toi même pas la tête. Ça, c'est encore mieux. Toi, casse-toi pas la tête, dis-leur rien. Mais ce que tu dis, c'est fou parce que, tu sais, dernièrement, dans les derniers mois, il y avait eu une situation, justement, où est-ce que c'est les policiers qui voulaient s'adresser à un passager en arrière, lui poser des questions parce que je sais quel pouvoir. Oui, exactement. Puis cet homme-là, lui, a été drag hors de la voiture, tiré par les cheveux, etc. Puis il était passager, donc il n'était même pas obligé d'interagir avec les policiers. Ça, je pense que c'est important. Tu sais, c'est malheureux parce que je pense qu'il aurait choisi de ne pas interagir. Est-ce que le policier aurait fait « Oh, OK, il n'interagit pas, bye ». Je pense pas que c'est ça qui aurait été la situation, mais c'est bon de savoir qu'il y a ces recours-là, qu'on n'est pas obligé de faire. Donc, moi, je ne savais pas. Le droit au silence, c'est quelque chose qu'on devrait toujours maintenir en tête. Totalement. Silence. Fais silence. Ça va être un des takeaways du podcast, le droit au silence. Oui, vraiment. Puis, une dernière question que j'aurais pour toi, pour toutes les mères qui ont des enfants, minorité visible, hein? Et qui, là, ils sont comme troublés par tout ce qui se passe dans le monde. C'est quoi que tu leur donnerais comme conseil, côté tout aspect juridique? Si tu avais un ou deux conseils à donner à toutes ces mères-là, ça serait quoi? Ben, en fait, je leur dirais de connaître leurs droits, que ce soit en droit familial, en droit criminel. Le nombre de personnes, en particulier les femmes que je vois qui donnent des PI dans la rue dehors, juste connaissez vos droits, en fait. Donnez pas de PI. Non, c'est vrai. Droit au silence. Droit au silence aussi. Parce que vous faites arrêter, ne parlez pas, mais juste connaissez vos droits. Puis, même si ce n'est pas pour vous, si vous avez un fils, il risque probablement de se faire interpeller pour des raisons totalement absurdes en grandissant. Donc, juste de connaître vos droits, pouvoir lui enseigner par la suite. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis, juste pour finir, un aspect vraiment important qu'on n'en a pas vraiment parlé, c'est le droit à l'avocat, en fait. La première question par rapport à un mineur lorsqu'il se fait interpeller, en fait. Un des premiers droits qu'il va avoir, c'est de parler avec un avocat. Puis c'est vraiment important de leur apprendre d'exercer ce droit-là, en fait. Parce que lorsque quelqu'un se fait arrêter, en particulier les mineurs ou des personnes de minorités visées, lorsqu'ils n'exercent pas le droit de parler avec un avocat, je vous dirais que certains policiers en prennent un peu large et se permettent d'agir d'une certaine façon qu'ils n'agiraient pas si la personne avait un avocat qui l'assistait. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ce droit-là, en fait. Mais au fait, le droit à l'avocat, ça, est-ce que c'est automatique, admettons, tout dépendamment du revenu? Parce que je sais qu'il y a dépendamment du revenu, tu as droit à l'aide juridique, mais sinon, you're on your own pour payer l'avocat. Pour compléter ta réponse, ce qui est bien, c'est que les enfants mineurs, en fait, les personnes d'âge mineur, en fait, donc 18 ans et moins, sont souvent éligibles à l'aide juridique parce que le revenu de leurs parents ne sont pas compris dans leur revenu. Donc, c'est vraiment que eux. OK, super. Ça, c'est très bon à savoir. Donc, la majorité des enfants, à moins que pour X raison, cet enfant-là a un emploi super. Il appartient à une entreprise. Exact. Sinon, la majorité ont droit à l'aide juridique. Donc, utilisez-le comme c'est vraiment un outil qui est là, que peu de personnes n'utilisent pas. OK. Fait que même si toi, tu fais quand même un bon salaire, là, si tu as un enfant mineur, puis malheureusement, il est surtout dans une situation où il y a besoin de se faire représenter, tout de suite, on peut se référer à l'aide juridique pour lui. Exact, parce que c'est l'enfant lui-même qui va être examiné pour son éligibilité et non le revenu. C'est ça. Parfait. C'est très bon à savoir, ça. OK, ça, c'est un autre takeaway. Yes. Parfait. Tout enfant mineur de 18 ans a automatiquement droit à l'aide juridique. C'est très bon.
Oui. Puis, Ouais. dans ton truc que tu donnais, justement, de connaître les droits, quelqu'un qui veut connaître ses droits, par où tu commences? Parce qu'on s'entend, il y a tellement d'informations, de documentation. C'est par où les gens devraient commencer? C'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs sites gratuits d'informations juridiques. Je ne sais pas les noms de tels, mais je pense Éducalois. Donc, c'est un site très utile que même moi, en tant qu'avocat, des fois, genre, je me référais pour des trucs rapides que j'aurais oubliés, puis tout. Sinon, en fait, sinon, dans les cliniques juridiques, comme étant la clinique juridique de Saint-Michel ou Montréal-Nord, il y a souvent, en fait, il y a souvent des séminaires où l'information est gratuite qui est communiquée. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de se renseigner à ce niveau-là pour prendre l'information qui est gratuite, en fait. Super. Merci beaucoup. De rien. On va pouvoir partager ça. Un autre point important que je voulais juste préciser, toujours par rapport aux enfants mineurs, en fait, quand un enfant se fait arrêter, les parents n'ont pas nécessairement le droit directement d'être là lorsque les policiers l'interrogent. Et je pense que c'est important de savoir ça. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a un avis qui est envoyé aux parents, pas vrai? Donc, l'avis est envoyé aux parents. Ensuite, l'enfant, lui, a le droit de communiquer avec un avocat ou pas. Et il a aussi le droit, lui, de demander de consulter un de ses parents. OK. Et il doit demander de consulter un de ses parents pour que son parent soit là lors de l'interrogation. Mais s'il ne le fait pas, les policiers n'ont aucune obligation que le parent soit. Ça, c'est un très bon takeaway. Oui, oui. Très important. Le parent doit être averti, mais ça ne veut pas dire que le parent peut arriver. Ben, il va sûrement arriver au poste de police, mais il ne peut pas dire je veux entrer dans la salle d'interrogation si l'enfant n'a pas lui-même demandé à ce que le parent soit présent, c'est ça? En quelque sorte, mais juste pour préciser, c'est pas que le parent ne peut pas rentrer. C'est que les policiers peuvent commencer l'interrogatoire. Mais en fait, c'est que les policiers peuvent commencer l'interrogatoire avant que le parent arrive. Et la seule façon de contrer ça, c'est que l'enfant lui-même décide de consulter son parent. Donc, du moment que tu décides de consulter ton parent... Avant de commencer quoi que ce soit comme conversation, tout de suite. C'est ça? Non, mais en fait, je vais juste reformuler ça. Quand l'enfant se fait arrêter, il y a un avis qui est envoyé aux parents, pas vrai? Ensuite, l'enfant peut communiquer avec un avocat. Mais il peut aussi décider de consulter un de ses parents. S'il ne décide pas de consulter un de ses parents, les policiers peuvent commencer l'interrogatoire avant que les parents arrivent. Il n'y a rien qui les empêche de commencer avant. La seule façon de les empêcher de commencer l'interrogatoire avant, c'est que l'enfant ait préalablement décidé de consulter un de ses parents. Donc, si l'enfant décide de consulter un de ses parents, les policiers ont l'obligation constitutionnelle d'attendre que le parent arrive pour commencer à interroger les parents. C'est très bon. Oui, c'est très bon. Fait que ça va être notre troisième takeaway. Oui, parfait. Entre autres, entre plusieurs, mais ça, c'est très, très critique. Parfait. Mais sinon, ça complète un peu. Oui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Non, ça fait pas mal de tour. Merci beaucoup, Carl, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a tellement appris, puis je pense que tu nous as donné au moins 20% back de notre temps. Avec les outils. Oui, plus que ça même. Hein? Fait que là, les 3 takeaways qu'on retient, c'est on a droit au silence. C'est que les enfants en bas d'âge de 18 ans, ils ont automatiquement droit à l'aide juridique. Et numéro 3, il faut enseigner à chacun de nos enfants, no matter what. Puis ça, je pense que ça va avec n'importe quel étranger. Donc, pas juste les policiers, mais où sont mes parents? Je veux mes parents. Je veux rien faire sans la présence de mes parents. That's it. Exact. Aussi simple que ça. Nice. Yes. Merci, Carl, d'avoir pris ce moment avec nous. Maître Carl, et on va te suivre sur ta page Instagram, Facebook. On va recommander à toutes les mères de suivre tout le contenu que tu vas poster en ligne parce qu'on sait que tu as vraiment beaucoup de connaissances là-dedans. Puis c'est quelque chose que tout le monde devrait plus se renseigner, justement. Donc, un gros merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.